Merci, bonjour à tous. Et merci à l'équipe Coelis de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de ce sujet que je trouve particulièrement passionnant, et a priori je ne suis pas la seule. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question de choisir les patients pour une voie transrectale ou transpérinéale? Pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu retour vers le futur, le cercle des modes qui font et se défont, et on refait des choses qu'on faisait avant, qui reviennent à la mode. Pour certains, c'est probablement quelque chose de très compliqué pour faire quelque chose qu'on arrivait à faire très bien de manière beaucoup moins compliquée. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de la voie transrectale, de la voie transpérinéale, de vous dire pourquoi celle-ci, à mon sens, est la voie de l'avenir, et au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut sélectionner les patients pour une voie plutôt que l'autre. Alors, pour commencer, la voie transrectale, qui est notre voie de référence, celle qui est réalisée très souvent, et notamment les biopsies classiques randomisées de la prostate. Et bien, on a une étude PROMIS qui visait à étudier les performances de l'IRM, mais qui est intéressante parce qu'elle nous permet aussi d'étudier les performances de la biopsie transrectale, qui était le comparateur à l'IRM. Donc, je vous rappelle le schéma de l'étude, presque 600 patients candidats à une première biopsie, qui ont tous eu une IRM avec une relecture centralisée des cas qui posaient problème. Dans l'idéal, il aurait fallu qu'on fasse une prostatectomie aux patients pour savoir exactement ce qu'il y avait dans leur prostate, mais comme ce n'était pas possible, l'alternative a été le template, c'est-à-dire des biopsies réalisées à l'aide d'une grille par voie transpérinéale pour échantillonner l'intégralité de la prostate. Et un autre urologue en aveugle des résultats de l'IRM réalisait des biopsies transrectales classiques. Et donc, on commence à s'en douter, maintenant on le sait, les performances de cette biopsie transrectale classique, elles ne sont pas très bonnes. Vous voyez la sensibilité pour le diagnostic des cancers significatifs, elle est d'un peu moins 50%. On peut faire mieux. 27% des biopsies auraient été évitables si on avait tenu compte des résultats de l'IRM en évitant la biopsie en présence d'une IRM non suspecte. Donc, vraiment, on peut faire mieux. Sur le plan des complications, 1% de sepsis, malgré le nombre de biopsies réalisées, notamment par voie transpérinéale, 10% de rétention, et les patients avaient un très grand nombre de biopsies par voie transpérinéale. Alors, on peut faire mieux, on est ici parce qu'on en sait quelque chose, et notamment parce qu'on peut faire des biopsies ciblées. Et pour cibler ces biopsies, on a 3 façons de le faire. On peut le faire par fusion cognitive, c'est ce qu'on fait instinctivement, on regarde l'IRM, et pendant qu'on fait nos biopsies, on essaye de localiser dans la prostate pour savoir où atteindre notre cible. On peut les faire dans l'IRM directement, ou on peut les faire avec la fusion logicielle. Et donc on est ici pour parler de la technologie Coelis. Cette année, il y a eu un peu un pavé dans la mare qui a dit on a une étude randomisée qui dit qu'il n'y a pas d'intérêt à la fusion logicielle, on fait aussi bien avec la fusion cognitive, le fameux future trial. Alors je vais essayer de vous montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette conclusion et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça. C'était une étude qui a inclus 665 patients qui avaient un antécédent de première biopsie négative. Les patients ont eu une IRM, le schéma d'étude avait été designé avant les nouvelles recommandations, donc les patients avaient une biopsie négative. Les patients avaient une IRM qui était également relue de manière centralisée. Les patients qui avaient une cible sur cette IRM avaient ensuite une biopsie ciblée qui était réalisée soit dans l'IRM, la technique InBore, soit avec une fusion logicielle, et le dispositif utilisé était un dispositif qui se base sur un recalage rigide, soit des biopsies classiques avec fusion cognitive, sachant que la sonde utilisée était une sonde biplan. Je ne suis pas certaine que ce soit le type de sonde que tout le monde utilise pour faire ces biopsies transrectales. L'étude a conclu à une absence de différence entre les 3 techniques et donc conclut à tort que la fusion cognitive faisait aussi bien que les autres techniques. Pourquoi je dis à tort? Parce que le nombre de patients qui avaient une cible sur l'IRM était beaucoup moins important que celui qui était attendu, puisqu'il y avait un peu moins de 30% des patients qui ont eu une cible sur l'IRM, donc l'étude manquait de puissance pour montrer une différence entre les 3 techniques. Donc on ne peut pas conclure que la fusion cognitive fait aussi bien que la fusion logicielle. D'autant plus que, comme dans toutes ces études, les gens qui font les biopsies en fusion cognitive sont en général une expertise de la lecture de l'IRM, et donc ces résultats ne sont probablement pas transposables à n'importe quel urologue. Alors pour ce qui est de la fusion logicielle, et notamment de la fusion Coelis dont on parle aujourd'hui, on a eu 2 études multicentriques récentes
qui ont évalué les résultats dans la vraie vie. Parce que souvent, on dit c'est bien beau ces études, mais ce n'est pas des patients du quotidien, c'est des patients extrêmement sélectionnés, donc on ne peut pas interpoler les résultats. Donc là, on peut, c'est des études de la vraie vie, avec les avantages et les inconvénients que ces études ont. La première, donc sur un peu plus de 2000 patients, qui visait à évaluer l'apport que présentaient les biopsies ciblées. Donc les patients avaient tous des biopsies randomisées, plus en moyenne un peu moins de 4 biopsies ciblées. Vous voyez un taux de détection de cancer global de 58%, 43% de cancer significatif, donc c'est plutôt la fourchette haute de ce qu'on attend en termes de taux de détection. Et conformément à la dernière étude française MRI First, plutôt une tendance à dire que l'association des biopsies randomisées et des biopsies ciblées faisait mieux que les biopsies ciblées seules. Pourquoi? Probablement parce que dans la vraie vie, on ne fait pas forcément aussi bien ces biopsies ciblées que les experts des gros centres des études. Et donc les biopsies systématisées permettent de rattraper parfois des petites erreurs de ciblage, des choses comme ça. Alors avec le coïlis, on pourrait se dire que ce serait moins important parce qu'on fait mieux le ciblage. Malgré tout, on voit quand même qu'il y a une différence. Il y a toujours à peu près 9% de cancers détectés en plus. Donc c'est probablement le signe d'une courbe d'apprentissage, ou en tout cas, il paraît raisonnable de faire un nombre suffisant de biopsies ciblées pour être tranquille. Concernant la concordance entre l'anatomopathologie des biopsies et des pièces de prostatectomie, et c'est vraiment un point très important, puisque aujourd'hui la définition qui fait un peu consensus du cancer significatif, c'est un score de Gleason ISU 2+, donc c'est très important de le définir précisément. Donc l'upgrading, c'est-à-dire un score supérieur sur la pièce de prostatectomie, c'est quelque chose quand même d'embêtant. Et on voit qu'avec l'âge fort des biopsies ciblées, on a un upgrading qui est quand même nettement moins important, puisqu'on passe de 43% avec les biopsies systématiques seules à un peu moins de 25%. Donc on a vraiment cette information supplémentaire qui est très intéressante. Alors oui, mais même avec le meilleur dispositif de fusion que l'on a à notre disposition, on voit des cas comme ça. Un patient de 73 ans qui avait déjà eu 2 séries de biopsies négatives, une IRM qui montre une cible qui est pourtant confortable de 2 cm de l'apex antérieur, score PAERA 5 sur 5. On fait des biopsies avec une fusion logicielle. Alors à l'époque, on faisait que 2 biopsies ciblées, c'est probablement la limite. Je suis persuadée aujourd'hui qu'il faut en faire plus, 3 voire idéalement 4. Le patient, il profile à vous faire sa courbe de PSA qui est effectivement inquiétante. Les biopsies sont négatives. On est un petit peu embêté. On dit on va vous surveiller. Et puis on refait une IRM qui montre toujours cette lésion de 2 cm, PAERA de 5 sur 5. Bon, on n'est pas complètement tranquille. Alors on va voir ce que ça va donner par la suite. Alors, je me suis intéressée à savoir qu'est-ce qu'on ratait comme lésion avec les biopsies randomisées et avec les biopsies ciblées avec fusion logicielle. Donc il y a cette étude qui s'est intéressée aux cibles qui n'étaient pas diagnostiquées. Donc en gros, plus le chiffre est élevé, plus il y en a beaucoup qui ont été ratés. Et quand c'est bleu, c'est plutôt les biopsies randomisées. Quand c'est rouge, c'est les biopsies ciblées. Et plus il y a de petites cases, plus il y a eu de lésions ratées. Ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'avec ces biopsies transrectales, on va rater essentiellement des lésions antérieures et des lésions de l'apex. Donc ça a l'air d'être des zones dans lesquelles on fait un peu moins bien. On peut aussi tourner le problème à l'envers et analyser la valeur diagnostique de l'IRM dans ces zones-là. Quand on prend la valeur prédictive positive de l'IRM, donc si vous regardez ce tableau, la valeur prédictive positive de l'IRM dans la zone périphérique pour des cancers significatifs, un PAERA de 5 IRM dans la zone périphérique, et on voit que la valeur prédictive elle est près de 90%, elle est très bonne. Si on regarde la valeur prédictive d'un PAERA de 5 dans la zone de transition, on tombe à 63%, moins bien. Dans le stroma fibromusculaire antérieur, 50%. On pourrait mettre ce moins bon taux sur le dos des radiologues en disant que l'IRM fait moins bien pour la détection des tumeurs antérieures, qu'il y a plus fréquemment de faux positifs par exemple. Mais est-ce que ce ne serait pas un peu se voiler la face? Est-ce que c'est pas simplement nous, les urologues, qui sommes moins bons pour aller échantillonner ces zones-là et qui, en conséquence, avons des résultats moins satisfaisants de nos IRM? Alors, on a aussi un autre problème avec la voie transrectale. Si on reprend la série Prosbiotas, donc une étude française multicentrique qui étudiait les complications après biopsie de prostate, 2624 biopsies.
J'attire votre attention sur deux informations de cette étude qui m'ont semblé intéressantes. 14 biopsies par patient, en moyenne. C'était avant qu'on fasse encore vraiment beaucoup de biopsies ciblées, donc c'est quand même pas mal. Et 35%, ça fait un peu plus d'un tiers des patients qui, pour des biopsies transrectales classiques, étaient biopsiés sous anesthésie générale ou sous sédation. Un taux d'infection 2,8% qui paraît plutôt raisonnable. Quand on reprend la littérature en allant de plus en plus dans les papiers récents, ce taux il semble être plutôt autour de 5%. Dans cette revue de la littérature, il pourrait aller jusqu'à un peu plus de 15%. Et il y a quelque chose de très intéressant qu'on note, c'est que dans les premières études, les patients qui avaient des sepsis, c'est parce qu'ils avaient oublié leur antibioprophylaxie ou qu'il y avait eu une erreur de prise en charge. Aujourd'hui, c'est parce que les germes sont résistants. C'est quand même quelque chose d'un peu plus problématique. Si on regarde les patients à qui on répète des biopsies, notamment dans les protocoles de surveillance active, eh ben, on voit que quand on étudie les patients qui ont fait des prostatites, le seul facteur de risque prédictif de prostatite, c'était la répétition des biopsies. Et vous voyez, quand on arrive à 4-5 séries de biopsies, on a des taux d'infection qui atteignent les 15, presque 20%. Donc ça commence quand même à poser question. Hein, on se rappelle que notre objectif est de ne pas nuire à notre patient, on commence à se demander, à se poser un peu des questions. Et puis je vous rappelle qu'on a tous reçu ce courrier au début de l'été, de l'EAU, disant qu'il ne fallait plus utiliser les fluoroquinolones pour l'antibioprophylaxie des biopsies de prostate, qu'on pouvait en alternative soit réaliser une thérapie adaptée aux prélèvements rectaux. Donc je vous laisse tous imaginer l'usine à gaz que ça représente de réaliser des écouvillons rectaux et de traiter accordément à la couillon rectale dans sa pratique quotidienne, ou changer pour une voie transpérinéale. Alors, il y a eu une réponse faite par le comité d'infectiologie de l'AFU, disant qu'en France, on avait le droit de continuer à utiliser des quinolones, à la condition de monitorer son taux local de résistance aux quinolones, et qu'en gros, si le taux dépassait 20%, on revenait dans cette situation-là de thérapie ciblée sur les écouvillons ou de changement de voie d'abord. Alors, on va donc parler de la voie transpérinéale, puisqu'on y arrive. Donc on reprend notre petit patient, 73 ans, 2 séries de biopsies négatives. On lui avait fait une nouvelle série de biopsies qui était négative. Hein, je vous rappelle qu'on lui a refait une IRM qui montrait toujours une lésion par IRAD 5 de l'apex antérieur, donc on est quand même pas très confortable. Donc on lui a proposé de nouvelles biopsies par voie transpérinéale, biopsie ciblée uniquement. Hein, donc on a fait 4 prélèvements dans la cible. Et vous voyez que les 4 biopsies sont positives, avec un score de Gleason de 4+4. Donc on était vraiment passé à côté d'un cancer significatif, malgré des biopsies réalisées par voie transrectale dans les meilleures conditions possibles. Concernant le problème infectieux, est-ce que les biopsies transpérinéales sont vraiment plus sûres? Je remercie Maxime Vallée qui m'avait fait passer ce tableau l'année dernière. Je crois qu'on peut dire que oui, on commence à voir apparaître aujourd'hui des séries entières de patients biopsiés sans antibioprophylaxie par voie transpérinéale, sans problème infectieux, ou avec des taux qui sont inférieurs à 0,5%. Donc on est vraiment très loin des 15% qu'on peut avoir, notamment dans les biopsies répétées. Donc a priori, oui. Alors je vous l'accorde, il reste quelques questions, et on est là pour en discuter et y répondre. Notamment, quel protocole de biopsie est-ce qu'on fait si on fait une voie transpérinéale? Si on veut faire des biopsies randomisées, systématisées, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les fait? Si on fait que des biopsies ciblées, combien est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut faire des biopsies transpérinéales sous anesthésie locale en soins externes, comme ce qui nous est demandé? Je vous rappelle que quand même, dans l'étude Produiotat, plus d'un tiers des biopsies étaient déjà faites sous anesthésie ou sous sédation. Donc si déjà on pouvait faire nos biopsies transpérinéales dans ce contexte-là, ce serait pas forcément un scandale. Et puis quelle antibioprophylaxie? C'est une vraie question. Alors quelques éléments de réponse qui sont uniquement mon avis personnel. Pour moi, c'est quand même un bel outil pour faire des biopsies ciblées. Comme aujourd'hui, il est recommandé de faire une IRM avant de faire des biopsies, a priori, on a une cible, donc ça paraît logique de la cibler. Clairement, on ne dispose pas pour l'heure actuelle de protocole de biopsie systématisée à faire si on veut compléter ces biopsies ciblées. Donc c'est sûr, ce qu'il faut faire, c'est augmenter le nombre de biopsies ciblées qu'on va faire dans ce contexte-là. En faire au moins 4, on va descendre qui en font jusqu'à 8. La faisabilité sous anesthésie locale en soins externes, je laisserai, je ne veux pas dévoiler le topo suivant, mais oui, c'est faisable. Et la question de l'antibioprophylaxie reste ouverte. J'espère qu'on aura des éléments de réponse rapidement avec le comité d'infectiologie. Pour l'heure, les recommandations dont on dispose, c'est celles de la voie transrectale, donc on continue à les utiliser.
Alors en pratique, un petit mot de synthèse, si on doit choisir quel patient, pour quelle voie d'abord, je vais vous dire sur cette diapositive quel patient je choisirais personnellement pour une voie transpérinéale, en tout cas pour lesquels il faut se poser la question. Et on va voir qu'on va avoir des facteurs liés au patient et des facteurs liés à la cible qu'on cherche à atteindre. Un patient qui a un antécédent de prostatite après biopsie, ça paraît difficile de lui reproposer encore une biopsie transrectale avec le risque qui va avec, d'autant plus s'il a fait un sepsis, s'il est allé en réanimation, etc. On en a tous des patients comme ça, qui sont en surveillance active. Bon. On a vu que le fait de répéter les biopsies, c'était un facteur de risque. Donc les patients en surveillance active, les patients qui ont des biopsies répétées, les patients qu'on évalue avant ou après traitement focal ou un traitement de rattrapage, les patients qui ont été irradiés, je vous rappelle qu'on a des cas de fistule rectale après biopsie par voie transrectale. Quid des terrains à risque, patients diabétiques, patients greffés, on sait que ces patients-là sont plus à risque de sepsis, ou qu'en tout cas les conséquences seront plus graves. J'ai mis avec un point d'interrogation des patients qui ont des résistances connues, parce qu'on va m'objecter qu'il est très facile, quand on sait que le patient est porteur d'un germe multirésistant, d'utiliser un antibiotique plus fort pour traiter son germe. Mais est-ce que c'est vraiment logique d'avoir cette surenchère d'antibiotiques alors qu'on a une alternative qui nous permet d'éviter le risque infectieux sans en arriver là? Concernant la cible IRM, on l'a vu, c'est surtout les cibles antérieures et les cibles de l'APEX pour lesquelles les patients vont être de très très bons candidats. J'ai l'impression personnelle qu'on est plus précis par voie transpérinéale que par voie transrectale. Il y a moins de mouvements de la prostate. Les petits mouvements de la sonde par voie transrectale ont des grosses conséquences avec l'effet levier dans le déplacement dans la prostate, qui n'est pas le cas par voie transpérinéale. Donc on arrive mieux à cibler les petites lésions, moins de 5 mm, moins de 10 mm. Après, notre but n'est pas forcément de détecter le millimètre de cancer, donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, même si je suis convaincue qu'on est plus précis. Et bien sûr, des patients que vous avez déjà biopsiés par voie transrectale avec une lésion suspecte à l'IRM, l'exemple de cas clinique dont je vous ai montré, je pense que ces patients-là, il faut pouvoir leur proposer une voie d'abord différente. J'ai mis un point d'interrogation à l'anesthésie, parce que c'est vrai que ça peut faire partie de la décision dans certains centres, où on va les faire plus préférentiellement sous anesthésie, et donc choisir une voie d'abord qui sera moins compliquée à mettre en place. Mais les Anglais ont quelques longueurs d'avance sur nous dans le domaine, et donc j'ai emprunté sur Twitter cette photo du nombre de centres qui réalisent maintenant exclusivement des biopsies par voie transpérinéale sous anesthésie locale. Et en fait, le hashtag Trexit qui nous vient de l'industrie et de l'Angleterre, je trouve très bien choisi, c'est Transrectal Exit. Je pense que l'Angleterre s'en approche et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas chez nous dans les années qui viennent. Je vous remercie.